Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Au menu de ce 6e épisode, retour comme d'habitude sur les faits marquants de la 5e journée. Nous accueillerons ensuite Benjamin Leroy, le gardien de l'AC Ajaccio, pour nous parler du match contre Caen et du début de saison de l'ACA marqué par le Covid récemment. Nous évoquerons ensuite le changement de coach à Dijon avec l'arrivée de Patrice Garande en compagnie de Julien du site Le Dijon Show, avant de terminer par le quiz. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, Clément Maillard. Salut Clément. Salut Dorian, bonjour à toutes et tous. Et puis, il effectue son grand retour après les vacances. Il est là, je le vois, dans les backstage en coulisses. Il est chaud bouillant. Il nous a prévenu, il est on fire. C'est Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian, salut Clément, bonjour à tous. Effectivement, je suis chaud. J'attendais l'arrivée de Patrice Garande pour faire mon retour. Moi aussi, là, j'étais en plein boycott. Donc voilà, j'ai eu le temps de me ressourcer et je suis en pleine forme, sachant que j'ai quand même bien suivi la Ligue 2. Vous inquiétez pas, pendant ces premières journées. Oui, effectivement. En fait, tu as aussi appelé le président Delcourt pour te proposer, c'est ça en fait. Ouais, mais il n'a pas voulu. Il m'a dit pas assez d'expérience, donc voilà. C'était entre Patrice Garande et Pablo Correa, du coup. Dans les prétendants. Du coup, messieurs, comme d'habitude, on va démarrer avec les faits marquants de la 5e journée. Et puis, honneur à Philippe, du coup, puisqu'il est de retour. Qu'est-ce que tu nous as concocté de beau? Est-ce que c'est un coup de cœur, un coup de gueule? Qu'est-ce que tu nous réserves pour ce fait marquant? Alors, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, même s'il y a un peu des deux, finalement, vous allez voir dans ce que je vais dire. Je voulais revenir sur le match de lundi soir, qu'on a suivi Auxerre contre Guingamp, avec la victoire de Guingamp 2-1. Et sur les déclarations d'après-match, notamment du coach Jean-Marc Furlan, voilà, qui disait qu'on avait beau bien jouer, on peut tout à fait être très bon et perdre un match de foot. Et il a parfaitement raison quand il dit ça. Et moi, c'est un encouragement. Enfin, je trouve qu'en fait, la GIA doit perdurer dans ce qu'elle fait et Jean-Marc Furlan doit perdurer dans ce qu'il propose parce que ça va payer. Ça va payer sur du long terme. Alors effectivement, là, contre Guingamp, ils ont perdu ce match 2-1. Ils n'ont pas tout bien fait, attention. Il y a eu des très bonnes choses au niveau du jeu, au niveau des velléités offensives, au niveau de la circulation de balles, c'était très bien. Par contre, défensivement, c'était quand même pas loin d'être catastrophique par moment. Le coup reçu à tête par Théo Pelnard a pas dû l'aider. Mais on a vu que le gardien était pas non plus totalement au top sur ses interventions, qu'il y avait certains errements défensifs. Birama Touré n'était pas là non plus et on voit que pour stabiliser le milieu de terrain défensif, ça pose des soucis. Donc, c'est aussi pour ça que Auxerre, à mon avis, a perdu ce match contre Guingamp. Et puis, ils sont tombés sur une équipe de Guingamp parfaitement réaliste. Mais il n'y a pas de raison pour moi qu'Auxerre renie ce qu'ils font depuis plusieurs années. Et surtout, j'ai envie de leur dire, ça va payer. Ça va payer pourquoi? Parce que si on regarde le classement des dernières années, il suffit de regarder les clubs qui sont montés. Et en fait, on se rend compte que sur les 5 dernières saisons, la majorité des clubs qui sont montés sont ceux qui proposaient peut-être le plus de jeux en Ligue 2. On avait Clermont l'année dernière, 3 également, je les mets dans ce panier. On avait Lorient il y a 2 saisons, qui était une équipe qui jouait très bien au foot. On avait Brest déjà avec Jean-Marc Furlan il y a 3 ans, qui jouait très bien au ballon. Le Nîmes Olympique il y a 4 ans. Même Reims, qui avait un style de jeu assez particulier avec David Guillon, qui était quand même basé au départ sur la solidité défensive, avait vraiment certaines velléités offensives intéressantes. Et même, je reviens sur il y a 5 ans avec le RC Strasbourg. Donc, pour moi, il faut arrêter avec la phrase débile qu'on continue de lire sur Twitter ou qu'on continue d'entendre, de dire en Ligue 2, de toute façon, il faut bétonner et il faut savoir gagner 1-0. C'est pas vrai. C'est faux depuis plusieurs années. C'est plus le cas. C'est pas comme ça que les équipes montent. Et si Auxerre monte peut-être pas cette année, mais peut-être que ça paiera l'année prochaine. Alors le problème, c'est que Furlan, il annonce toujours un projet de 3 ans et qu'il est maintenant arrivé à sa 3e année. Donc pour les supporters, c'est un peu l'année ou jamais. Mais pour moi, il faut que la GIA persévère. Je trouve intéressant aussi une stat qui a été donnée par le compte Twitter Alex Agia, justement par rapport aux expected goals sur l'aspect offensif. La GIA Auxerre, c'est une des équipes qui se procure le plus d'occasions, mais qui en convertit le moins. Donc, il faut qu'elle continue dans ce sens-là. Il y avait des absents. Rémi Dugimon n'a pas encore joué depuis le début de saison et c'est probablement un atout très important quand il va revenir.
Il y a peut-être la fin de mercato qui va perturber aussi par rapport à Saki, par rapport à Arcus, même si Arcus, je trouve, là, il est revenu, il est déjà au top. Enfin, donc ça fait vraiment du bien de retrouver cet arrière-droit qui est probablement un des meilleurs de Ligue en ce moment. Donc pour moi, il y a plein de signaux positifs et il faut surtout pas que la GIA s'arrête ou que les supporters soient dépités par cette défaite de Buzyn contre Guingamp. J'ai vu des bonnes choses, des très bonnes choses. Et ben voilà, que Jean-Marc Furlan et la JOCR continuent comme ça. Et il n'y a pas de raison que ça paye pas sur du moyen long terme. Voilà, Clément, quelque chose à rajouter à ce fait marquant? Écoute, superbe Philippe. Moi je vais partir sur toute autre chose, non mais c'est vraiment une bonne analyse et j'hésitais pour mes faits marquants avec Nancy-Dijon, mais on va parler, on a parlé de Dijon avec le Dijon Show. J'ai choisi mon premier fait marquant, enfin la première chose qui m'est venue en tête, peut-être en corrélation un petit peu dans ce même ordre d'idée par rapport à ce que tu dis sur Auxerre, mais quand je me suis fait la réflexion, après leur victoire contre Nancy, de me dire ils sont pas mal du tout. Il y a un projet de jeu, justement, quelque chose d'assez dynamique, d'assez positif avec Stéphane Moulin. Bon, plus défensif quand même, plus en solidité. Mais ouais, mon fait marquant, c'est quand je trouve ça intéressant. Il y a un super milieu de terrain avec Le Penant qui fait un gros match, Deminguet. Devant Alex Mendy, les catalyseurs, voilà, un peu le bout de l'entonnoir. Si ce mec-là se met à marquer, bah, les types, ils vont derrière, ils vont suivre. Il y a du talent un peu partout, des Utunji, voilà, même s'il n'a pas joué, il me semble. Mais c'est pas mal du tout quand. Il y a un peu ce même ordre d'idées-là que voilà, il y a quelque chose de positif, un peu à Auxerre. Et à chaque fois, il y a un homme, je trouve, à la tête de tout ça. Il y a Jean-Marc Furlan à Auxerre et il y a à Caen Stéphane Moulin. Donc, voilà mon fait marquant. J'ai hésité longtemps. Et puis, peut-être un petit coup de cœur en corrélation parce que Stéphane Moulin, on a parlé en conférence de presse. Voilà, c'est un petit peu la même chose que sur Furlan. On peut mal jouer, on peut gagner, on peut bien jouer, on peut perdre. Stéphane Moulin a dit en conférence de presse qu'il ne faut pas non plus dresser un tableau définitif à ce moment-là, à l'instant T de la Ligue 2. Et il disait il n'y a que 5 matchs. Voilà, ils vont affronter une équipe qui n'a que 3 matchs, Ajaccio. Mais il y a un vrai côté attendons de voir. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis ça par rapport au Auxerre. C'est que attendons de voir, mais si Auxerre continue de jouer comme ça va le faire. Et c'est la même chose pour Caen. Et pour finir sur le petit coup de cœur, donc Stéphane Moulin parlait de Rodez. Il disait Rodez, c'est censé être une équipe plus faible que nous. On les a battus, on a mis 4-0. Puis derrière, les mecs, ils n'ont perdu aucun match. Donc c'est assez intéressant. Il y a une idée un peu qui circule, c'est que rien n'est fait, mais si on continue de jouer, de s'imposer, d'imposer cette idée, voilà, Laurent Pergade avec le 3-5-2, avec Boadès en piston droit qui fait un début de saison de fou furieux. Il y a une idée qui tourne autour de tout ça, de croire en ces idées, de ces principes. Et je trouve que quand moi, c'était mon fait marquant. Attention, potentiel outsider, c'est pas mal du tout. Et on sent que Stéphane Moulin, le bâtisseur, ses idées commencent à ruisseler un petit peu sur tout le club et qu'il a changé la mentalité complètement de ses joueurs par rapport à la fin de saison dernière. Voilà, il y a un petit peu de tout ça avec Pergade, avec Furlan et Auxerre. Et puis voilà, mon fait marquant, Caen. Pour le jeu donc au cœur de vos faits marquants. Si j'ai bien compris, moi voilà, ce sera un peu plus léger. C'est plus ce qui est marqué, c'est qu'on a vu plein de beaux buts là ce samedi notamment, même lundi avec le coup franc d'Aim Changama. On s'est régalé franchement samedi, ça fait plaisir après le multiplex à 8 buts qu'on avait vécu la semaine d'avant, Clément, qui était assez compliqué. Ouais, c'est sans doute pas un hasard. Mais voilà, il y a le ballon piqué de Ravé. En plus, Grenoble aussi, voilà, ce sera aussi l'un de mes faits marquants. Mais Grenoble qui enfin, on l'avait senti, hein, Philippe, contre QRM. J'avais vu le match de QRM dans la semaine et physiquement, une équipe de QRM qui a pas l'effectif pour tenir l'enchaînement de plusieurs matchs en une semaine. Ça s'est confirmé, ils ont beaucoup souffert à Grenoble. Et voilà, la délivrance du premier but grenoblois, en plus de retour au Stade des Alpes avec le public, Yorick Ravé qui met un super ballon piqué. Donc voilà, il y a eu Clément Després, la belle histoire aussi, qui met une super reprise de volée barre entrante contre Valenciennes. On sait qu'il a été blessé quasiment 2 ans à Nîmes et qui se relance à Rodez. C'est magnifique. On l'a dit, le coup franc de Mchangama. J'en oublie encore la passe décisive d'Ali Abdi sur le but d'Alexandre Mendy, justement, à Caen. Le crochet qui est juste magnifique. On retrouve là le Ali Abdi offensif de l'année passée avec le Paris FC. Donc voilà, moi, vraiment, on s'est régalé samedi et ça fait plaisir de retrouver un multiplex qui a été très animé avec beaucoup de buts, des scénarios
fou comme voilà la victoire de Rodez à Valenciennes 4-1 qui était pas donnée d'avance loin de là, surtout que VA avait ouvert le score avec Guillaume. Donc voilà, pas mal de jolis buts Eliasson aussi à avec Nîmes, savourer. Eliasson avec Nîmes, ce qu'il aussi, fait contre Dunkerque, c'est monstrueux, parce qu'il fait le but et passe D et c'est lui qui fait tout, quoi. C'est impressionnant. Ouais, avec Benraou, c'est vraiment les deux joueurs pour l'instant qui survolent. Et Benraou, même encore plus qu'Eliasson depuis le début de saison, qui est impliqué sur 7 des 8 buts de Nîmes, que ce soit par le but ou la passe. Et là, on parle vraiment que de buts ou de passes décisives, parce que dans le jeu, il est quasiment impliqué tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un duo qui fait très très mal. Et encore une fois, on parlait de Mercato. Alors Benraou, normalement, ne devrait pas bouger, encore que peut-être que des clubs de Ligue 1 seraient capables de le cerner, avec un mois d'août aussi canon. Eliasson, on parlait déjà, il y avait quelques bruits quand même, donc est-ce que ça sera peut-être pas évident de le retenir pour Nîmes s'il y a des offres qui arrivent d'ici le 31 août. On souhaite à Pascal Planck de garder ses éléments offensifs parce que c'est vrai que on va le rappeler, mais Nîmes qui est deuxième, franchement, j'aurais pas misé dessus du tout. Quand on sait la préparation qu'ont connue les Nîmois, un mercato pas très actif finalement. Il y a eu surtout le gardien, la bonne recrue Bradvet. Sinon, ça a été assez ponceau. Et puis, il y en a un troisième que j'oublie. Mais voilà, ça a été assez calme. Intersaison très compliquée, Krani Assaf, des conflits entre les supporters et la direction. Enfin voilà, contexte autour de l'équipe qui est pas évident. Et malgré tout, sur le terrain, 3 victoires de nul, ça cartonne bien ce début de saison. C'est pas toujours beau. La victoire 3-0 à Valenciennes, elle a été assez heureuse. Et Pascal Planck l'a dit. La victoire à Dunkerque, elle se fait en fin de match aussi. Mais voilà, il faut réussir à faire tourner il faut réussir à faire tourner les scores. Et quand t'as des Benraou, d'Eliasson, bah ouais, c'est vraiment top de voir ces joueurs qui s'épanouissent en ce début de saison, et pour le plus grand des plaisirs des supporters du Nîmes Olympique. Donc voilà un peu pour mon fait marquant. Je sais pas si vous aviez encore d'autres petites choses à faire remonter après cette 5e journée, ou si on passe à l'interview. En fait, non, mais ce que tu dis par rapport aux joueurs de Nîmes ou à Benraou, c'est intéressant parce que le mercato se termine donc dans 6 jours. Et moi, j'avoue que j'ai quand même une crainte pour certains joueurs de Ligue 2, certains clubs de Ligue 2 qui auraient cartonné là pendant les 5-6 premières journées. Quand tu vois ce qui est en train de se passer en Ligue 1 avec beaucoup de mouvements qui s'annoncent, rien qu'à Montpellier, potentiellement, tu as 2-3 gros joueurs sur le départ avec des grosses rentrées d'argent. Alors, ces clubs comme Montpellier ont besoin de faire rentrer de l'argent parce qu'ils ont perdu beaucoup de sous à cause du Covid, mais je les vois pas non plus ne pas remplacer ces joueurs-là. Et quand tu sais que c'est un mec comme Olivier Dalloglio qui a une cellule de recrutement, qui a l'habitude de chercher des joueurs en Ligue 2. Ouais, puis Benraou, il est à côté de Montpellier. Ouais, il est pas loin. Pas toujours mais bon, ça c'est déjà fait. Nîmes-Montpellier, on l'a vu avec. TJ. Donc voilà, c'est pas forcément un souci. Je me dis, il y a potentiellement des joueurs de Ligue 2 qui peuvent nous quitter là après la 6e journée, alors qu'ils sont partis peut-être pour être meilleurs buteurs ou meilleurs passeurs, et qui finalement seront plus là, parce que clairement, on va le dire, il n'y a aucun joueur de Ligue 2 aujourd'hui qui est intransférable, et il n'y a aucune offre qui peut être refusée par aucun club de Ligue 2. Ça, c'est très clair. Puis surtout dans un club comme Nîmes, pareil, qui roule pas sur l'or, avec on voit le président Rani Assaf, il est très très près des sous, donc effectivement, s'il y a une très très belle offre, voilà, à mon avis, il la refusera pas uniquement pour faire plaisir à son entraîneur. Donc effectivement, tu as raison de le souligner. D'ailleurs, ça me fait penser que, petite info mercato qui est tombée ce matin, ce mercredi de Paris-Normandie, qui confirme que des contacts ont été noués entre Beşiktaş et Le Havre pour Umut Meras. Ça, ce serait, on parle de ces départs de dernière minute pour les clubs de Ligue 2. Remplacer un Umut Meras au HAC, c'est impossible, je pense. Enfin, si, c'est possible, mais voilà, faut aller très très vite. Et c'est vrai que sportivement, le départ de Meras, qui est quand même un des meilleurs latéraux gauche du championnat, ferait quand même assez mal au HAC, surtout dans les tout derniers jours comme ça, à 3-4 jours, en espérant que le HAC a déjà bossé sur un dossier et que l'argent reçu pour Meras permettra de recruter un arrière gauche pour le remplacer. Sinon, c'est vrai que ça peut être compliqué, et effectivement, jusqu'au 31 août, on sera pas à l'abri d'une surprise, donc le mercato sera évidemment à suivre, notamment la journée du 31 en live toute la journée jusqu'à minuit, évidemment. Bon voilà, messieurs, on va pouvoir passer tranquillement à l'interview tout de suite.
2 victoires, 2 matchs nuls. L'AC Ajaccio réalise un très bon début de saison après sa victoire contre Caen 2-0 ce mercredi soir. Pour en parler, nous accueillons le gardien Benjamin Leroy. Bonjour Benjamin, déjà merci d'accepter notre invitation. Bonjour, merci à vous. Et puis ma première question, elle concerne ta blessure, puisqu'on a vu que tu étais absent contre Caen hier. Comment ça va? C'est pas trop grave, on espère, cette petite blessure? Non, c'est une entorse de la cheville, donc c'est pas très grave, mais une entorse, c'est surtout qu'il faut toujours faire attention parce qu'après on peut se la traîner un moment. Donc hier c'était trop juste. Pour samedi, on verra, mais du coup non, c'est pas très grave, mais faut faire attention, surtout qu'il y a la trêve derrière, donc ce serait dommage de revenir trop tôt. Ouais, et puis là, on profite de la trêve pour me remettre si jamais, mais on verra pour samedi. C'est vrai que ça arrivait juste avant le match, du coup, enfin le dernier entraînement, parce que tu étais dans le groupe initialement, communiqué par le club. C'est arrivé dimanche après-midi. D'accord, Dimanche après-midi, et puis on a essayé de faire jusqu'au dernier moment, mais après ça s'est pas fait, c'était trop risqué. Donc et puis bon, on a eu raison finalement, hein, du coup, donc c'est bien. La saison est encore longue, il faut pas prendre de risques. Et puis effectivement, l'intérim bien assuré par François-Joseph Sola-Carbo. Clean sheet 2-0, victoire contre Caen. Évidemment, tu as suivi le match, tu as regardé tes coéquipiers jouer, on imagine, tu devais être au stade sans doute. Bon, qu'est-ce que tu penses? Match, nous, on a été assez impressionnés, hein, après cette période Covid, vous avez été assez longtemps sans jouer, sans pouvoir jouer. Grosse intensité physique, vraiment victoire de notre point de vue méritée. Comment tu as vécu ce match toi en tant que spectateur du coup? Ouais, c'est ça, c'est grosse intensité physique. On sait que c'est la base pour toute équipe, c'est de gagner déjà les duels. Et nous, on sait que chez nous, c'est encore plus important, à domicile encore plus. Parce qu'après, c'est vrai qu'on s'emmène un peu tout le public avec nous, et on a la chance de marquer ce but très tôt aussi, qui forcément nous fait du bien, et eux leur fait du mal. Donc après, non, c'était un bon match, Surtout comme tu disais, après cette interruption forcée un peu. En plus, on était dans une bonne spirale, donc on avait un peu peur que ça nous la coupe un peu, cette spirale. Mais voilà, c'était un vrai test. C'était un vrai test. Un vrai test pour nous déjà de jouer contre Caen aussi, parce qu'on a un gros calendrier en ce début de saison. Donc c'est vrai que de prendre des points tôt dans la saison, c'est toujours bien, surtout contre des équipes comme ça donne de la confiance. Tu as raison de préciser le calendrier parce que vous faites match nul à Toulouse en ouverture de partout. Ensuite, il y a la victoire à domicile contre Amiens, un bon match nul à Auxerre également 0-0. Et là, cette victoire à domicile contre Caen. Donc, j'imagine que ce début de saison, il est satisfaisant pour le groupe, pour le club, à peu près à tous les niveaux. Ça correspond à vos attentes en tout cas? Ouais, c'est ça. Après, nous, on est un petit club encore, comme souvent au niveau du budget. Donc, on est quand même un petit club de Ligue 2 on compense ça par des valeurs et par beaucoup de générosité. Mais voilà, nous, on parle pas vraiment en termes de classement, on parle surtout en termes de points. Donc, de points, de contenu dans nos matchs. C'est vrai qu'au niveau des contenus, de toute façon, on peut pas enchaîner des bonnes séries sans un contenu. C'est vrai qu'au niveau des contenus, on est très satisfait. On concède peu d'occasions, peu de buts du coup. Donc on sait que nous, les bonnes saisons passent souvent par une bonne assise défensive. Donc pour l'instant, on remplit ça très bien. Avant de passer la parole à Clément, j'enchaîne un petit peu. Je vais revenir justement sur cette période de Covid que le club a traversée. Ça vous a coupé, tu le disais, enfin, ça vous a pas coupé dans votre élan parce que vous avez bien redémarré, mais quand même, allez, à cette époque-là, vous étiez sur une bonne dynamique. D'un point de vue global, alors je sais pas si toi tu as été concerné personnellement, mais beaucoup de joueurs ont été touchés par le virus. Mais d'un point de vue plus global, comment le club a géré cela, comment les joueurs vous avez vécu cela, j'imagine que vous vous teniez informés, même s'il y a eu des mesures d'isolement pour les uns pour les autres, voilà comment ça s'est déroulé finalement cette période-là qui était difficile. En fait, oui, nous, on se tenait tous au courant par le groupe WhatsApp qu'on a dans l'équipe. Je pense que maintenant, tout le monde fait ça, tous les clubs ont ça, donc entre les joueurs, le staff et tout. Et on se prenait des nouvelles déjà, savoir si personne, les joueurs directement concernés ou les familles n'étaient pas touchés gravement. Déjà, c'est le principal. Après, on n'a pas eu vraiment le choix. C'est vrai que ça nous a un peu embêté d'être coupé comme ça dans notre élan.
Au final, depuis hier, je pense que c'est pour ça qu'il y avait une grosse satisfaction hier, parce qu'on se dit que peut-être ça nous a pas coupé, donc c'est très bien. Et non, ouais, on se tenait au courant. Après, ça a été surtout un gros travail pour le staff, je pense, pour les reprises en différé, les séances aménagées. Ça, je pense que c'est vraiment fatigant pour eux. Et c'est un cas très spécial, mais du coup, non, tout le monde s'est bien remis, donc tant mieux. Il y a eu quelques séances où vous étiez peu nombreux du coup au début, j'imagine. Ouais, ouais, ça faisait un peu bizarre. Et puis, mais bon, il a fallu faire avec. Et puis, je pense que du coup, on a bien travaillé pendant cette période et on l'a bien géré. Du coup, à nous maintenant de repartir. Clément, c'est une question peut-être pour Bah Benjamin. ouais, ouais. En suivant cette ligne directrice, il y a quand même quelque chose qui se dégage de votre équipe depuis le début de la saison. Vous êtes à 2 nuls et 2 victoires, deux victoires de nuls. Vous êtes sixième et vous venez de chipper la sixième place à Auxerre. Vous avez encore un match. Oui, c'est ça. Vous avez encore un match de retard. Il y a on a l'impression que la série en avance sur pas mal d'autres équipes parce que vous avez aussi peu bougé au mercato. Quel est votre avis? Quel est ton avis sur ça? C'est vrai que il y a un sentiment de force qui se dégage de cette équipe et comme hier, quoi. On revenait de Covid et puis Oumar Gonzalez, le début de match, c'était quand même solide. Donc il y a un sentiment de force. Est-ce que la CA est pas en avance, je trouve, par rapport à tout ça? Je pense que la C en avance, sans parler des autres équipes, en avance sur son équipe des années précédentes, parce que comme vous dites, on n'a pas changé beaucoup à l'intersaison, ce qui fait gagner, je pense, un temps énorme. Nous, on le sent déjà en tant que joueur, mais je pense que si on se passe du côté du staff, ça doit être un gain de temps énorme, parce que voilà, on a déjà vu ce qui marchait l'année dernière, ce qui marchait pas aussi. Euh, donc, on sait à peu près quoi faire et quoi ne pas faire, même si après, on n'est jamais assuré sur le terrain que ça marche. Hein. De toute façon, il n'y a jamais de garantie, mais je pense que ça fait gagner du temps à tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que oui, on est en avance aussi au niveau des points, en début de saison, parce que l'année dernière, on avait fait un démarrage très compliqué. On sait que voilà, pour toutes les équipes, c'est un gage un bon début de saison, ça conditionne pas mal de choses. Donc, même si après, on ne sait jamais de quoi la suite est faite, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et c'est vrai que du coup, le fait de savoir déjà ce qu'on a sous la main en tant que joueur, force et faiblesse aussi, je pense que ça permet au staff et, euh, et à tout le monde de juste mettre des petites touches. Tu parlais d'Oumar Gonzalez. On a aussi Clément Vidal qui est prêté par Montpellier, qui est un très très bon joueur. Donc, on a plein de bons signaux en ce début de saison. Déjà depuis la prépa, on l'a vu en prépa, nous. Et puis on a des jeunes comme Bothué qui marque le premier but hier. Donc ça aussi, c'est des bons signes. On a aussi des joueurs qui étaient déjà là, comme Flo Chabrol, qui arrivait de Marseille l'année dernière, qui a été malheureusement pour lui et pour nous blessé toute une bonne partie de la saison l'année dernière, et qui est vraiment un super joueur qui va nous faire aussi beaucoup de bien. Donc c'est des bons signaux, même si après on sait que une saison, c'est sur le terrain que ça se joue et on n'a jamais vraiment de garantie. Mais c'est vrai le fait de garder beaucoup de monde, on met plus de chances de notre côté, c'est sûr. Et moi, j'aurais aimé avoir ton avis sur Olivier Pantaloni aussi, parce que je lisais, donc c'est pas mon idée, mais je lisais une idée cette semaine, quelqu'un qui disait c'est parfois plus difficile de rester dans un club, de durer dans un club que de partir, parce que quand on part, on se met en danger, on doit se réinventer, le levier est assez facile, quoi. Et Olivier Pantaloni, il est là depuis 2009, et on se faisait la réflexion, quand ça va mal, il arrive à maintenir la CA, et quand ça va bien, bah, ça joue plutôt à la montée. Donc, toi, tu es là depuis 4 ans à la CA. Quel est ton regard un peu comment est-ce qu'il arrive à se réinventer, à sortir, à vous faire sortir de la routine aussi? Parce que c'est vrai que c'est fort de la part d'un coach. Je pense que c'est une sacrée force d'avoir Olivier Ponteoni comme coach. Moi, il me semble. Oui, 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 bah déjà c'est quelqu'un d'ici. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le club, parfaitement la ville, parfaitement. Enfin, il est d'ici, quoi. Il est là depuis longtemps. C'est l'avantage, c'est qu'il connaît un peu le fonctionnement du club. Il sait comment les saisons se déroulent ici. C'est vrai qu'il nous guide pas mal parce il a une grande connaissance du foot et du club ici. Donc, voilà, il sait ce qu'il a sous la main, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il sait quoi faire avec les joueurs qu'il a. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est bien parce qu'on se sent guidé. Il nous demande pas des choses qu'on sait pas faire. Déjà, ça c'est bien. Même si ça paraît simple, c'est quand même la base. Il sait ce qu'on peut faire. Donc non, non, c'est quelqu'un voilà qui a beaucoup d'humilité aussi,
qui progresse aussi chaque année, comme tout le monde. Je pense qu'on progresse à tout âge. Donc, puis c'est quelqu'un qui aime profondément le club, comme beaucoup de gens ici. C'est un club qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a pas énormément de moyens, mais par contre, il y a vraiment des valeurs ici. Et lui, il en est le garant, comme Johan Cavalli, comme Thierry Debesse, le coach gardien, qui est là aussi depuis longtemps. François-Joseph Solacaro qui a joué toute sa carrière ici depuis tout petit. Donc, c'est important d'avoir des gens voilà, qui incarnent les valeurs du club. Justement, on disait que c'était déjà ta 4e saison à l'ACA, et c'est vrai que jusqu'à présent, l'ACA alterne toujours une saison à lutter plutôt pour le maintien et l'autre plutôt pour le haut de tableau. C'est un peu marrant comment on peut essayer d'expliquer cela. Par exemple, la saison dernière, c'est vrai qu'avec la même équipe, vous aviez des résultats moins probants, mais c'est parce que ça repartait sur un nouveau projet. Mais il y a un peu cette alternance à chaque fois avec l'ACA qu'on retrouve d'une année à l'autre, qui est assez marrante à voir de l'extérieur. Bah là, je pense que c'est l'un des principaux objectifs depuis que la direction a changé avec Yo Cavalli qui a pris en charge le recrutement. Je pense que c'est vraiment l'objectif et c'est la première fois où ils ont pu faire ça à l'intersaison, c'est de garder un maximum de joueurs. Parce que c'est vrai que la CA, par manque de moyens, il y avait beaucoup de prêts chaque année, ce qui fait que chaque intersaison pour le staff, c'était feuille blanche. Donc, si on faisait une bonne saison, on pouvait pas s'appuyer sur ça pour repartir l'année d'après parce qu'à chaque fois, c'était feuille blanche. On perdait beaucoup de bons joueurs qui étaient prêtés. Et inversement, en sortant d'une mauvaise saison, on avait des joueurs frais. Donc, d'un côté, il y a une saison, c'était bien, une saison moins bien. Donc, je pense que là, l'objectif du club, c'est la continuité. Et c'est vraiment la première intersaison où ils ont pu le faire en ajoutant que quelques joueurs qu'ils avaient besoin. Donc, voilà, l'objectif, je pense, c'est d'arrêter ces montagnes russes déjà. Et puis de faire des saisons, entre deux saisons plus cohérentes, quoi, des classements plus cohérents. Après, on a vu que l'année dernière, finalement, ça s'est joué sur le dernier match à Châteauroux. Nous, si on fait, je crois que si on gagne à Châteauroux, on finit pas 13e, on finit 8e. Ouais, ça s'est joué à ça. Et on rate un penalty à Châteauroux. Donc, ça s'est joué à pas grand chose aussi pour faire quand même si au final la saison avait été quand même plutôt compliquée, de faire une saison 3e, une saison 8e, ce qui aurait été plus cohérent, je pense, et ça aurait été bien. Mais je pense que le premier objectif, voilà, c'est d'avoir une certaine continuité au niveau des classements et arrêter ces montagnes russes. Et du coup, pour cette saison, plutôt 3e, du coup? Je veux dire 2e, ce serait bien. Hein. 2e, ce serait bien. Mais nous, l'objectif sans langue de bois, vraiment, c'est d'avoir c'est vraiment ce qu'on se dit aussi en interne. Donc, c'est vraiment pas parce que je vous le dis à vous et je sais que ça va être entendu. C'est vraiment les points du maintien le plus vite possible. Et après, forcément, si on les a tôt, voilà, après, on s'interdit rien. Mais bon, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler. Nous, on s'attache vraiment déjà au contenu, d'être régulier sur nos contenus de match. Et après, les points, forcément, ils viennent. Donc c'est ça. Justement, en parlant de contenu, ce qui est agréable aussi quand vous prenez vite des points en début de saison, c'est qu'on voit vraiment dans le jeu du vrai beau jeu produit. Et hier contre Caen, il y a eu des séquences vraiment magnifiques collectivement, avec beaucoup de décalage, notamment à droite avec Bayala, Youssouf, à gauche aussi avec Siminian. C'est vrai que ça, c'est le jeu qu'on voyait un peu moins la saison passée parce que comme vous étiez un peu en manque de points, il fallait d'abord se rassurer par, on va dire, l'engagement, les duels. Et là, je retrouve un peu, on a retrouvé un peu le jeu d'il y a 2 saisons où vraiment c'était magnifique, où vous terminez 3e au moment de la coupure. Et voilà, je me souviens du dernier match contre Lorient. Enfin, on sent qu'il y a pas, quand il n'y a pas cette pression du maintien des points à aller chercher, on peut jouer plus libéré. Et moi, c'est un peu mon ressenti dans ce début de saison. Je sais pas comment toi tu le ressens de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc, alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais oui, c'est un peu on retrouve un peu dans nos contenus sur les 4 premiers matchs qu'on faisait il y a 2 ans, c'est vrai. Et puis, comme je disais, nous, quand on joue à domicile, je sais pas si vous avez eu la chance de venir voir un match ici en vrai une fois, sinon, il faudrait vraiment que vous veniez. Il n'y a pas grand monde, mais voilà, on sent que tout le monde est derrière nous. Voilà, c'est une ambiance vraiment particulière, c'est vraiment une ambiance sympa et ça nous pousse
Et on sent que voilà, ça prend bien en ce début de saison. Alors après, on va faire tout pour que ça dure le plus longtemps possible sans parler tout de suite de refaire la même saison qu'il y a 2 ans. Mais voilà, quand le contenu y est, il n'y a pas de raison que, au moins prendre du plaisir. Voilà, comme tu dis, déjà, on joue au foot, c'est pour prendre du plaisir, nous, sur le terrain. Les gens hier étaient super contents aussi. Il y a une bonne ambiance. Et après la saison qu'on a connue, stade vide, franchement, ça fait du bien même d'aller jouer à l'extérieur où on n'est pas supporté nous directement. C'est incroyable de revivre ça. C'est que du plaisir. Donc déjà, ça change tout, hein, ça change tout. Même nous, quand on suit les matchs à la télé ou au stade, la différence est énorme, quoi. C'est clair. D'ailleurs, ça peut être un facteur, ça, à domicile, parce que l'an passé, il me semble que c'est moi qui avais fait le bilan et que vous aviez un bilan assez équilibré entre domicile et extérieur. Encore plus pour l'ACA, ça peut jouer cette saison, devenir invincible à domicile et puis aller faire des bons matchs à l'extérieur, comme à Toulouse. Vous êtes à 10, vous faites un super bon match. Bon, il y a les 2 buts de Gassi, mais à Toulouse, il faut aller chercher le point du nul. Donc, on le voit encore plus. Donc ça peut être aussi un facteur X, ce côté, ok, on bouge pas chez nous, ça bouge pas, ces 3 points, ça peut jouer dans la saison. Ah, c'est clair que si à chaque fois on fait les points à domicile, après ça nous permet de prendre entre guillemets moins de risques à l'extérieur. Même si voilà, nous comme je dis, vraiment c'est vraiment pas une langue de bois et vous connaissez le foot assez pour savoir que je dis la vérité et la CA, je pense que vous suivez depuis un petit moment. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de domicile. Nous, il faut absolument qu'on gagne à domicile, qu'on fasse nul à l'extérieur. Nous, c'est vraiment, on s'attache vraiment au contenu. Alors après, il y a des périodes, comme tu dis, Dorian, c'est que des fois, quand tu as besoin de points, tu as vraiment besoin de, comme tu dis. L'équipe a un peu moins confiance, c'est logique. Voilà, c'est ça, ouais. Mais quand tu fais des débuts de saison comme ça, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment t'attacher sur ton contenu parce que tu as le temps de voir, en fait, et tu vois sur plus long terme que vraiment un match au couteau. Donc, il y a des saisons comme ça, c'est aussi intéressant à jouer. Attention, hein, il n'y a pas de honte à jouer ces saisons-là. C'est quand on fait un maintien, quand on obtient un maintien très difficile à la fin de saison, c'est magnifique aussi, hein, parce que. Mais c'est vrai que des débuts de saison comme ça permettent de te concentrer plus sur ton équipe que sur les adversaires. Et ça, je pense que ça te permet, comme tu dis, de prendre plus de plaisir, de t'attacher à bien jouer. Et puis, comme tu dis, après la confiance, fait beaucoup aussi, hein. Et puis justement, en parlant d'adversaire, donc on va finir là-dessus. Prochain match à Guingamp samedi. Guingamp qui vient de lancer sa saison avec une belle victoire sur la pelouse d'Auxerre. Donc voilà, déplacement à Guingamp, comme d'habitude en Ligue 2, qui sera pas évident. Mais quel est ton regard sur cette équipe de Guingamp qui part sur un nouveau projet aussi cette saison? Guingamp, ça reste Guingamp, hein. Même les saisons où ils sont mal classés, ça reste une grosse équipe avec des super individualités. Donc c'est toujours des bons matchs. Là-bas, en plus, il y a une bonne ambiance. On en revient toujours, hein. C'est déjà content d'aller jouer là-bas, même si moi, je n'y serai peut-être pas. Ça va être pour mes coéquipiers, ça va être un super moment à passer. Donc déjà profiter de ça. Et puis voilà, Guingamp, c'est une équipe qui joue au ballon. Donc au final, c'est ce qu'on s'était dit quand on a vu notre calendrier. Nous, on a dit ah ouais, c'est que des grosses équipes au début. Ouais. Mais au pire, est-ce que c'est pas mieux? Ça veut rien dire, mais est-ce que c'est pas mieux de commencer par ça? Parce qu'au moins ça joue au ballon et on va pouvoir jouer nous aussi. Donc voilà, encore un super match à jouer et puis on verra ce que ça donne. Tu disais Clément, pardon. Je disais, moi je fais du rugby, mais en rugby, moi j'aimais bien avoir des grosses décisions parce que ça permet de savoir où on en est. On joue des grosses équipes et là, vous êtes à deux victoires de nul, vous savez où vous en êtes et puis vous pouvez avancer. Effectivement, je trouve ça pas plus mal. Et puis après, vous enchaînez Sochaux, Paris FC. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrête jamais. Mais bon, c'est pareil, si vous continuez de performer comme ça, c'est très positif. Vous, ça vous met dans une sacrée dynamique. Et puis là, il était censé avoir un coup d'arrêt. Vous battez Caen 2-0 avec un super bon match. C'est quand même assez positif. Il y a une dynamique, je trouve, avec la CA. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est une dynamique. Alors encore, je vais me répéter, mais c'est vrai que nous, on veut surtout installer une dynamique de contenu, en fait, tu vois. C'est vraiment parce que à la limite, tu vois, ils mettent samedi, tu perds contre Guingamp, ce qui est pas une honte en soi, surtout pas parce que Guingamp c'est une super équipe, mais si tu perds en faisant un bon match, tu seras quand même dans ta dynamique de contenu. Ouais, bien sûr. Tu auras quand même beaucoup de positifs à tirer. Alors que si tu y vas et que tu fais un mauvais match parce que tu te trompes de la façon, tu vois, justement, ta confiance fait que tu as peut-être un excès de confiance. Même si ici, voilà, je le répète, on est très bien entouré là-dessus pour pas se tromper de ce qu'on a à faire. Voilà, donc mais des tests, il y en a tout le temps. Donc là, Guingamp, c'est encore un test parce que voilà, est-ce qu'on va confirmer encore à Guingamp 3 jours après? Après, tu auras des équipes peut-être un petit peu moins bien classées. Donc du coup, faudra faire appel à peut-être d'autres valeurs que le jeu, tu vois.
Et c'est là aussi où comme tu dis, soit tu vas engranger encore plus de confiance parce que tu sais que tu vas pouvoir répondre à différents défis, tu vois. Et donc, c'est vraiment des saisons intéressantes à jouer, ouais. Bon, on va suivre ça avec impatience samedi. Guingamp, Ajaccio, une belle affiche entre deux équipes en forme cette semaine, deux équipes qui ont gagné lundi pour Guingamp et mercredi pour Ajaccio. Benjamin, on te souhaite un rétablissement le plus rapide possible, voilà, soit dès samedi, soit après la trêve internationale. Et puis encore une fois, un grand merci de ta disponibilité pour le podcast Malick 2. Une bonne saison à la CA et à toi, Benjamin, et à bientôt. Merci à vous les gars, portez-vous bien, ciao. Merci, ciao. Troisième partie de notre émission, on accueille Julien Parisot du site Le Dijon Show. Salut Julien. Bon, est-ce que ça va malgré ce début de saison pas loin d'être catastrophique pour Dijon? Comment on le vit en tant que supporter et suiveur du DFCO? J'ai envie de dire qu'on est plus ou moins habitué, qu'on est vraiment lassé de la situation. On ne peut pas s'en réjouir. Maintenant, on a quand même des éléments de satisfaction voilà, récemment avec... ça m'attriste aussi, mais évidemment, l'éviction de David Linares, c'est quelque chose qui paraissait assez évident quand même, puisqu'il semblait autant affecté que les joueurs de la descente, et bien sûr, c'est un club qu'il aime, donc voilà, il a pas vraiment digéré, et pour un jeune coach comme lui qui n'a pas d'expérience, c'était compliqué. Donc je pense que à terme, ça s'avérera être la bonne décision. Maintenant, il faudra aussi laisser du temps au nouveau coach Garand de prendre les choses en main. On sait que l'an dernier avec Toulouse, ça avait mis aussi du temps. Donc voilà, on ne va pas se précipiter. On sait déjà dorénavant que Dijon ne jouera pas les premières places cette année. Et on s'en doutait largement avant, même si le mercato a été plutôt satisfaisant. Il y a d'autres points de satisfaction. Mais voilà, en tout cas, on est satisfait des annonces qui ont été faites en tant que supporter en début de semaine. Ouais. Alors évidemment, le titre de ce débat, c'est Dijon pique sa crise, puisque tu l'as dit, Patrice Garande a été nommé en début de semaine à la place de David Linares. La défaite contre Toulouse 4-2 a été celle de trop pour le coach qui était déjà de toute façon en sursis après la défaite de QRM. On sentait que le président Olivier Delcourt, malgré sa conférence de presse, voilà, cherchait déjà un successeur, et peut-être que si ça avait été David Guillon, ça aurait été plus rapide. Mais finalement, c'est Patrice Garande qui arrive aux commandes de cette équipe, et Philippe Clément, ça rappelle vraiment la mission qui avait été déjà confiée à Patrice Garande à Toulouse la saison dernière, c'est-à-dire un club qui sort d'une saison de Ligue 1 totalement ratée, traumatisante, et un club à réveiller en quelque sorte, Philippe. Oui, sauf que Toulouse, Patrice Garande était arrivé en début de saison. C'est ça. Là, il y a quand même 2 mois de retard qui sont pris par Dijon. C'est marrant parce qu'on en avait déjà parlé quand même dans les podcasts en tout début d'année, et on était assez sceptique justement sur le maintien de David Linares par rapport à ce qu'on avait vu en deuxième partie de saison de Ligue 1. Et j'allais dire tout ça pour ça, au final, l'histoire semblait écrite quoi d'avance, malheureusement. Après, le choix de Patrice Garande, je pense, c'est un bon choix, compte tenu de ce qu'il a fait l'année dernière, en tout cas en Ligue 2. Je pense qu'on peut difficilement trouver meilleur homme pour remobiliser le vestiaire, pour faire les bons choix et pour réenclencher une spirale positive. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle sera enclenchée. J'avoue que je suis assez positif, moi, pour le match contre Pau qui arrive samedi. Je pense que... En fait, je me suis surtout intéressé aux stats aussi. Et Dijon, ce qui est catastrophique, c'est le nombre de buts qu'ils encaissent par rapport au nombre d'occasions qu'ils concèdent. Finalement, ils ont un énorme problème de réalisme défensif. C'est l'équipe de Ligue 2 qui a le plus mauvais taux d'expected goals défensif, mais de très loin. C'est aller voir sur le compte Twitter de Alex Agia qui partage ça souvent après chaque journée, et c'est atterrant de voir à quel point Dijon est vraiment dernier dans ce domaine. Je me dis que Patrice Garande, en remobilisant ses troupes, là, il va d'abord travailler sur le secteur défensif. Et je pense que c'est la priorité actuelle. Et du coup, ça peut réenclencher assez rapidement une dynamique de résultats. Mais je suis tout à fait d'accord avec Julien. Je ne les vois pas non plus en mesure de lutter pour les premières places. En tout cas, pas dans les 6 prochains mois.
Ouais, c'est vrai on le rappelle, effectivement, Patrice Garande avait été nommé dès le début de saison, dès l'intersaison à Toulouse, et avait eu le temps de faire sa préparation, de mettre en place son jeu. Là, c'est vrai qu'il reprend une situation beaucoup plus dans l'urgence. Il y a déjà ce déplacement à Pau, qui est une équipe très très compliquée à jouer à domicile, on le sait. Après, il y aura quand même une trêve internationale qui va faire du bien, je pense, à tout le club et à Patrice Garande pour avoir un peu plus de temps pour justement mettre en place ses principes et aussi, je pense, faire pas mal d'entretiens individuels pour cerner un peu le problème. Très bonne analyse de Philippe par rapport à la défense. Julien, toi qui regarde encore plus près les matchs de Dijon que nous, c'est quoi? C'est Baptiste René qui a du mal? C'est la défense qui le laisse complètement à l'abandon? Comment tu expliques ça? C'est vrai que c'est étonnant. On a l'impression que chaque frappe quasiment fait but contre Dijon un peu cette saison. Non seulement à peu près chaque frappe fait but, mais en plus on concède, enfin, on perd des ballons dans des zones qui sont complètement aberrantes. On a aussi une assise défensive, tout un système de jeu qui est complètement à revoir. Je pense que malheureusement, ouais, reconduire finalement Linares, c'était pas une bonne idée, surtout qu'on voit ce qu'il a mis en place. Il savait qu'il avait une équipe qui avait vraiment, en tout cas, qui a un effectif qui a le niveau de la Ligue 2, qui est là pour justement, ouais, c'est clair. Quand on voit les attaquants, le Bihan, Schedler, Assalé, ils sont à 6 buts à eux 3. On marque un but par match, voilà, et ça fonctionne, même si c'est un peu sur des coups de génie, des joueurs, voilà, des individualités. Mais globalement, en tant que bloc équipe, on se comporte très très mal, et ça part des attaquants aussi, tu vois. Genre, il y a un gros problème sur les replacements, il y a un gros problème sur l'animation défensive. C'est pas du tout compact, c'est très poreux, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une occasion pour l'adversaire, ça donne une grosse opportunité de but. Et même s'ils n'ont pas 15 tirs par match, ça fait souvent filoche. Et puis contre Toulouse, voilà, contre des attaquants qui ont un petit peu de qualité, voilà, on craque de bout en bout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des individualités. C'est pas en défense, mais des individualités au milieu, mais surtout en attaque, qui peuvent faire des choses à elles seules. Ce qui me rend optimiste pour la suite. On arrive à marquer des buts, donc on va gagner des matchs, mais ça va passer par une assise défensive plus solide, je pense, qu'on arrête d'encaisser aussi facilement, et tout se passera mieux par la suite. Ce qui va être intéressant, Clément, à suivre, c'est est-ce que Patrice Garande va mettre un 3-5-2 en place comme il l'a fait à Toulouse l'année passée ou pas. C'est vrai qu'il avait trouvé ce système à Toulouse, et il en a gardé toute la saison parce qu'il avait les joueurs pour, notamment dans les pistons. On se souvient de Machado et Moreira notamment. Voilà, là, David Linares a essayé une fois, c'est ça, Julien, le système à 3 axiaux. Ouais. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu à du plus classique, on va dire, contre Toulouse. Donc voilà, Patrice Garande, on va l'attendre aussi sur ça. Ça va être intéressant de voir tactiquement comment il va aborder le match à Pau, là, Clément. Ouais, ce qui est intéressant avec Patrice Garande, c'est que d'ailleurs, apparemment, ça s'est fait très récemment, ça s'est fait le dimanche, alors qu'on en parlait déjà depuis une semaine ou deux. Mais un peu comme pour d'autres clubs, est-ce que Patrice Garande ne sera pas la meilleure recrue de Dijon? Parce que c'est vrai que quand on voit la manière dont il a fait jouer Toulouse, et là, le matos qu'il va avoir à sa disponibilité, ça peut. Voilà. Le souci, comme disait Philippe, c'est que moins 2. Donc ça, c'est compliqué. Mais il va avoir 14 jours. Et là, je regardais le différentiel de points. Ils ont déjà 12 points de retard sur Toulouse leader. Donc 12 points, c'est quand même pas mal de victoires ou de matchs nuls si les autres font des erreurs devant. Mais ça va être dur effectivement de jouer les premières places. Mais attention quand même, sait-on jamais. Alors je pense que pour la montée de cette année direct, en tout cas, ça va être un peu compliqué. Mais Garande, ça peut vraiment être bien. Et c'est vrai quand on regarde, que ce soit en défense ou en attaque, il y a du matériel. Et je repense aux 2 matchs, on parlait de la défense, mais où ils se sont fait prendre dans la profondeur, c'est Sochaux et Toulouse, où ils ont pris des bourrasques avec les Kalou, avec les Oneiwu, Ili, Ngoumou, forcément. Et par contre, c'est vrai que sur l'aspect milieu offensif, il y a quand même des beaux joueurs. Et Garande, ouais, effectivement, alors on verra dès samedi à Pau si ça va le faire. Peut-être qu'il y aura aussi un déclic mental. J'avais pas l'impression que le vestiaire ait lâché David Linares, loin de là. Quand on voit certaines vidéos, certaines photos, le Bihan par exemple, voilà, des accolades. Mais ça peut faire un déclic. Donc pour Pau, on verra déjà. C'est vrai que c'est à l'extérieur à Pau. Et pour la saison plus globale,
C'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est dur d'y croire quand même. Une remontada incroyable. Il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, Patrice Garand, c'est un excellent choix par rapport au fait de bien faire jouer son équipe. Et c'est vrai qu'avec David Linares, là, en 5 matchs, il y avait pas de direction, pas de jeu. C'était limite neutre. C'est peut-être pire. C'est peut-être pire parce que quand une équipe est mauvaise de chez mauvaise, on se dit elle laisse des espaces incroyables comme Nancy. Il y a des axes de travail. Et là, Dijon, on se disait en fait ils sont juste moins forts alors qu'ils doivent être plus forts. C'est ça qui était frappant, je trouvais. Et là, avec Garand, ça peut le faire, quoi. Ouais, parce que sur le papier, Philippe, c'est vrai que on sent que si la confiance revient et s'il y a un vrai projet collectif, et c'est ce qui manquait à Dijon jusqu'à présent, ça peut, Dijon peut quand même devenir sur le papier, je vais pas dire une machine, mais franchement, s'il y a le déclic, un peu comme tous les années passées, peut-être qu'il manque cette première victoire à aller chercher pour justement lancer la saison. Et derrière, on a vu Toulouse l'année passée, ils ont galéré à avoir leur première victoire. Par contre, une fois qu'ils ont gagné, ils ont pris confiance et avec un bon effectif, on a vu qu'ils ont pas mal enchaîné. Donc ça va être ça la difficulté maintenant pour Dijon, d'aller chercher cette première victoire, Philippe. Ouais, mais d'ailleurs, c'est vrai, là je viens de rejeter un coup d'œil dans le calendrier. On va pas les enterrer, en fait, parce que mine de rien, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi à froid avec du recul. Dijon a joué que des grosses équipes ou des équipes en forme sur ce début de saison. Sochaux, Toulouse, Rodez, QRM, QRM, ils étaient en forme, mais ça reste quand même une équipe qui a un effectif qui est quand même largement moins fort que Dijon, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui vont buter sur QRM, je pense, cette saison, et il y en a déjà plusieurs qui ont perdu contre QRM. Il n'y a pas que Dijon qui a perdu contre QRM, tu vois. Donc, faut relativiser. Enfin voilà, c'est un mauvais début de saison, c'est un très mauvais début de saison, qui est la conséquence d'un probablement mauvais choix au niveau de la direction du club par rapport à l'entraîneur, par rapport aussi à certains joueurs qui n'ont pas pu être vendus, qui ont joué le premier match notamment, qui n'auraient peut-être pas dû être là. J'allais te demander justement, Julien, il reste 6 jours de mercato. Est-ce qu'on peut encore s'attendre à du changement ou à une ou deux arrivées peut-être pour que des joueurs que souhaiterait Patrice Garand? Effectivement, ça va dépendre de plein de choses, mais aussi du système dans lequel il va jouer. On a évoqué le 3-5-2. Lui, il a dit en conférence de presse qu'il n'était pas bloqué sur un schéma en particulier, qu'il avait plusieurs options à sa disposition. Mais c'est vrai que pour le 3-5-2, on a l'impression que pour les latéraux, ça devrait le faire. On doit avoir Jack Traoré, il a joué comme ça à Lens, donc Traoré, Roca de l'autre côté. Roca, c'est plutôt une grosse satisfaction. Traoré, il y a encore pas mal de choses à revoir. Ouais, bien sûr. Je parle vraiment du profil dans lequel il a joué à Lens. Après, je dis pas qu'en termes de niveau, pour l'instant, il est un peu en dessous. Il sauve sur sa ligne un ballon contre Toulouse. Hein. Il sauve sur sa ligne un ballon et après, c'est lui qui fait une erreur. Alors, depuis le début de saison, il a sauvé 2 fois sur sa ligne, mais 2 fois avec la main dans la surface. Donc, bon. Bon. Voilà, il aime bien se jeter, mais il faut faire attention aussi. Après, en défense centrale, moi, je suis inquiet parce qu'il y a Congré qui fait des bons matchs depuis son arrivée. Koulibaly, on ne sait pas où ça en est. Ekwemanga, il a été écarté par Linares. On ne sait pas s'il va être repris dans le groupe. Enfin, écarté, il a été écarté du groupe, mais pas mis dans le loft comme certains autres joueurs. C'est pareil, ça aussi. On va voir quels autres joueurs peuvent être réintégrés. Zargo Touré, est-ce qu'il va jouer? Zargo Touré, il a fait une très mauvaise impression contre QRM dès le premier match. Il n'a pas été repris, il a pas été reconduit au second. Là, c'est pour dire, on a fait jouer Ahmad Ngouyamsa, qui est latéral de formation, qui fait 1m74 en défense centrale contre Toulouse. Donc, il y a un but qui est complètement pour lui, le troisième. Voilà. Donc, je pense qu'il nous faudrait une recrue en défense centrale, surtout si on veut jouer à 3, parce que je suis vraiment inquiet sur ce plan-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire reculer Lucado, peut-être? Nîmes, il l'a fait un peu, mais bon, à voir s'il en a envie, quoi. Pourquoi pas, c'est ça. Mais on verra bien. Je pense que le problème, c'est que Garand, il a dit qu'il jouerait le match contre Pau et ensuite il aurait une discussion avec les joueurs, un entretien individuel avec les joueurs. Je pense que le timing avec la fin du mercato, ça va être très très serré pour voir justement comment est-ce qu'il va accommoder tout ça. Sachant que si on ne joue pas avec une défense à 3 derrière, avec 3 centraux derrière, je pense que ce qui nous manque le plus, c'est des joueurs de couloir. En fait, c'est des mecs
vont prendre vraiment voilà, le couloir, qui vont manger la ligne, qui vont complètement cramer les défenseurs à la vitesse. Parce qu'on a Yaya Soumaré en près de Lyon, qui est pas trop mauvais, mais vraiment encore très brouillon. Il y a Assalé, mais Assalé, on sait que si on l'isole là, il aime bien toucher le ballon. Si on l'isole sur le côté, c'est pas la meilleure façon d'utiliser. Et puis Soumaré, Jacob, c'est vraiment même pas la peine d'essayer sur les côtés. Il rentre beaucoup. Même à Sochaux, ils avaient vu l'an dernier quand il est aligné à droite, Soumaré, c'est pas loin d'être une catastrophe, quoi. Genre, on veut qu'il soit dans le cœur du jeu et qu'il participe, quoi. Et on a des joueurs pour faire ça, mais justement des ailiers qui prennent la défense de vitesse et qui vont faire des centres, qui ont une qualité de centre, ça on n'a pas. Donc ça va dépendre aussi du système dans lequel Garand veut jouer. Mais pour moi, voilà, c'est un peu les deux postes qu'il faut renforcer en priorité. Ouais, sachant quand même que le mercato, il y a eu énormément de recrues. C'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'il y a le matos sous la main pour un coach pour faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on voit depuis le début de saison. Maintenant, c'est surtout dans le sens des départs que Didier Deschamps soit s'activer, parce que dans un club, c'est jamais sain d'avoir un loft avec des Benzia, des Ndong, des Chouillard, des filles, pas des Ryan Filles, pardon, mais Eku les mangas, même s'il fait officiellement pas partie du loft, mais qui était écarté. Enfin, voilà, c'est sûr que ce serait bien de trouver aussi les solutions pour réussir à libérer certains joueurs, parce que mine de rien, les joueurs, quand ils appartiennent encore au club, ça continue, ils parlent, enfin voilà, c'est logique, c'est jamais très sain d'avoir des joueurs écartés comme ça dans un groupe. Le président Delcourt, il disait clairement dans l'interview en conférence de presse, que lui, si les offres étaient pas suffisantes, il serait prêt à les garder encore un an, quitte à pas du tout les faire jouer. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça, Julien? Je pense que quand tu as des joueurs comme Benzia, c'était notre plus gros salaire en Ligue 1, juste derrière Eku les mangas. Même avec la descente en Ligue 2 et ce qui va avec, la réduction du salaire, je pense que c'est largement trop gros pour. C'est soit on le fait jouer, voilà. Ouais, surtout qu'au début de saison, quand il a joué, c'est lui qui a fait une passe D. Ouais. Voilà. Après ça va dépendre de son implication. Peut-être que ça allait juste pas avec Linares. On ne sait pas, il y a des choses qui ne sont pas dites forcément, mais on va voir, parce que peut-être que Garand justement va chercher ses recrues dans ce loft. Peut-être qu'il va garder que les mangas, qui va en faire le patron de sa défense avec Congrès. Peut-être qu'il va reprendre, je sais pas, des Benzia, des Chouillard qui remet en confiance, tu vois. C'est pareil, ça c'est des bons joueurs qui ont une très bonne technique et une palette technique et qui peuvent correspondre aussi à son style de jeu. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des joueurs sur le départ. Ndong, Konété, ça devrait être sûr qu'ils partent aussi. Enfin, en Turquie, je crois, j'ai entendu selon les derniers échos. Mais voilà, on essaie de se débarrasser à fond, et je pense que c'est pas du tout dans l'intérêt du président de les garder, à la fois pour l'atmosphère, mais aussi, juste pour la masse salariale. On a un effectif pléthorique, en fait. On n'est pas Rennes, quoi. On n'est pas Rennes ni Monaco. On peut pas se permettre de faire ça, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'il va y avoir des départs, et c'est même important. Alors, on parlait du calendrier, donc prochain rendez-vous à Pau, samedi avant la trêve internationale, puis ensuite ce sera réception de Bastia, réception de Dunkerque, donc il y aura 2 réceptions d'affilée où voilà, faudra faire ses preuves pour Patrice Garand à ce moment-là, et ensuite ce sera un déplacement à Caen. Pour finir, messieurs, voilà, quand même, quelles sont les raisons d'espérer un regain de forme, enfin en tout cas de lancer vraiment sa saison pour Dijon? Qu'est-ce qu'on a pu voir de positif malgré tout, et qui peuvent donner de l'espoir pour la suite? Il y a quand même Aurélien Schedler qui a déjà mis 3 buts, c'est déjà pas mal d'avoir un attaquant qui marque malgré tout. Donc voilà, je commence peut-être. On terminera avec toi, Julien, peut-être, et Clément, Philippe, de ce qu'on a vu de Dijon. Selon vous, qu'est-ce qui peut servir pour la suite? Moi, j'allais dire pas ce qu'on a vu, mais Patrice Garand. Raison d'espérer, Patrice Garand. Et je pense que je crois que j'ai peut-être coupé l'herbe sous le pied à tout le monde allait dire ça. Non, Patrice Garand, et puis peut-être sa capacité à faire émerger des jeunes joueurs et à faire bien jouer tout ça ensemble. Je pense à Younoussa, qui a pas été mal du tout contre Toulouse. Voilà, tu disais pourquoi pas aller piocher dans le loft. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Les mangas, il a très bien fait jouer, entre guillemets, pas très bien tout le temps, mais il a bien fait jouer Sébastien Devest en défense centrale à Toulouse, qui est parfois techniquement un peu juste. Donc pourquoi pas la relance, l'émergence de jeunes joueurs. Et puis comme il y a déjà quand même des types avec de l'espérance comme le bilan, peut-être que ça peut prendre. Mais voilà, Patrice Garand au sommet de la pyramide. Pour moi, il a raison d'espérer. Et puis après, il y a le ruissellement.
Cours d'écho de SES de terminal. Même chose pour toi, pour Philippe. Ouais, le changement d'entraîneur, c'est quand même quelque chose de très spécial dans un club. À chaque fois, tout le monde repart de zéro. Et ça, c'est hyper important, notamment dans la dynamique négative. C'est que là, le discours de Garand, il va être simple. C'est de dire, bon, bah voilà, on a un point, mais là, on commence une nouvelle saison avec un nouvel état d'esprit. En gros, normalement, tout le monde va avoir potentiellement sa chance, sauf s'il y a des choses pour certains joueurs qui sont vraiment sur le départ ou qui veulent vraiment plus jouer. Mais voilà, mais ceux-là seront écartés de facto, ce sera pas un souci. Mais peu importe les performances qui ont pu être faites pendant les 5 premiers matchs, là, tout le monde repart à zéro aux yeux du nouveau coach. Donc, tout le monde va vouloir montrer aussi au nouveau coach qu'il a envie d'être sur le terrain, qu'il a envie de retrouver une place de titulaire, parce que clairement, t'as beau être 30 joueurs dans un groupe, les 30 veulent jouer. Donc, je pense que les entraînements, déjà cette semaine, ça va être différent de ce qu'on aura vu les autres semaines. Le fait que l'équipe a déjà marqué 6 buts, moi, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant, parce que des fois, tu as des équipes qui perdent 5 matchs, mais qui mettent 2 buts, et là, tu peux vraiment te poser des questions. Il y a du matos. Il suffit, à mon avis, pour moi, de stabiliser la partie défensive, et puis de se mettre en confiance avec un bon résultat à Pau. Et quand je vois le calendrier, tu as annoncé Pau, Bastia, Dunkerque, pour moi, c'est 7 points, voire 9 sur les 3 prochains matchs pour Dijon. Je me jette. Ok, on retient, on verra ça sur les 3 prochains matchs. Et Julien, pour finir, du coup, motif d'espoir pour toi? Moi aussi, je pense qu'il arrive. C'est une période un petit peu bâtarde parce que voilà, il y a plus beaucoup de temps pour le mercato mais il y a encore, voilà, on n'a pas perdu tous les joueurs. Il y a encore sur quoi construire. On parlait de l'attaque tout à l'heure. C'est vrai que 6 buts. 6 buts et puis en fait on marque à chaque match et sans l'animation qui va avec, sans le plan de jeu sans un plan de jeu intéressant. On a l'impression que les joueurs ils étaient livrés à eux-mêmes et malgré ça on arrive sur des moments de brillance individuelle, à vraiment marquer des buts, passer la défense de Ligue 2 qui sont pas aussi impénétrables qu'en Ligue 1 quand on n'a pas le plan de jeu qui va avec. Donc je pense que ça mettre en place, que Garand mette en place sa tactique, qu'il ait le temps d'expérimenter contre des équipes un petit peu moins fortes avant de raffronter des gros du championnat. Après, je veux pas manquer de respect à des Bastia, des Dunkerque et tout ça, mais voilà, en théorie, on est en mesure de faire bonne figure face à eux, même s'ils ont un meilleur collectif à l'heure actuelle. Et c'est ça, il va falloir remobiliser tout le monde. Et avec une assise défensive solide, déjà, si on prend pas de but et qu'on continue sur cette lancée, déjà, on gagne des matchs. Même des 1-0, ça va suffire pour relancer. Sûr. Je pense qu'ils ont grave besoin de gagner. Et ces joueurs-là, ils ont grave besoin de gagner. Ils n'ont pas gagné un seul match en préparation. Même des Jacob, Le Bihan, Schedler, tout ça, c'est des très bons joueurs, mais ils n'ont pas gagné un seul match en préparation. Plus donc 5 matchs de prépa et 5 matchs de championnat, toujours pas une victoire. Ça va se débloquer avec l'assurance. J'en doute pas une seule seconde. Je pense que Jacob, il marche aussi à la confiance. C'est le genre de joueurs qui peuvent lancer notre saison. Ouais. Je pense que tous les supporters de Dijon seront d'accord avec toi pour dire qu'un bon vieux 1-0, même assez sale, vu la situation actuelle, ça ferait pas de mal et ça pourrait effectivement remettre un peu en confiance l'équipe avant de produire un peu plus de jeux. Merci. J'aimerais juste terminer sur un petit point. Ça va aussi dépendre de si on garde Roger Assalé. Parce que s'il part, parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'il en est, s'il a envie de partir ou s'il a envie de jouer au club. S'il a envie de rester, je pense que ça peut être un des tout meilleurs attaquants de Ligue 2. Il a été, alors certes, il a des problèmes de blessure. Ouais. Il a des problèmes de blessure, mais il est rentré contre Sochaux, il a fait un super match. Contre Nîmes, il était un peu isolé devant, mais il a quand même réussi à marquer grâce à une super passe de Benzia. Ensuite, blessé 2 matchs. Ensuite, il revient contre Toulouse, un solo au milieu du terrain, il obtient un penalty à lui tout seul. Enfin, c'est le genre de joueur qui peut sublimer toute une équipe. Et si on arrive à le garder, on a quand même des gros atouts offensifs, quoi. Évidemment, tout le mercato jusqu'au 31 août minuit sera à suivre sur Ma Ligue 2. Voilà. Il y aura sans doute des mouvements dans tous les clubs et sans doute des départs surprises. Alors, on n'espère pas pour vous Roger Assalé, qui, c'est vrai, a montré des belles choses pour le moment dans ce début de saison, malgré les difficultés du DFCO. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous et pour la qualité de ce débat sur Dijon. Et puis, prochain rendez-vous, on le rappelle, donc Pau DFCO samedi 19h dans le multiplex, 6e journée de Ligue 2 pour le premier match de Patrice Garand sur le banc de Dijon.
On termine notre émission avec le retour du quiz. La semaine dernière, Clément qui a perdu contre Fred de Métrosport, voilà, qui n'a pas su sauver l'honneur de ma Ligue 2, c'est terrible. Aujourd'hui, ce sera un duel 100% ML2 avec l'outsider Clément contre le taulier Philippe, même si c'était pas ton terrain d'expression favorite l'année passée. On va voir si tu t'es amélioré pendant tes vacances, si tu as révisé. 11 joueurs, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 joueurs ont délivré au moins 2 passes décisives cette saison en Ligue 2. Ce sera du ping-pong, vous m'en citez chacun votre tour, vous avez le droit à un joker. Et quand vous en avez plus en stock, ben, ce sera l'élimination. Voilà, c'est une mort subite de passeurs que je vous offre. Quelques indices, il y a 2 joueurs qui ont 4 passes. Un joueur qui a 3 passes décisives et tout le reste c'est 2 passes. Voilà, pour vous faciliter un peu enfin, pas vous faciliter, mais vous donner quelques indices. On commence avec Clément. Benrahou, facile, 4 passes. Voilà. Mais moi, les stats, la meilleure passeur, c'est vraiment le truc que je regarde jamais. J'avais Benrahou, hein. J'avais Benrahou par contre, je vous rassure. Je sais pas, Eliasson à Nîmes. Il y en a une au moins. Non, il y en a peut-être une, mais il n'y en a pas deux en tout cas. Oui, il y en a une, c'est sûr. Il y en a une, mais pas deux. Donc c'est ton joker. Attends. Ton joker est utilisé. On repart à Clément. Ouais. Ça repart à Clément. Bah non. Oui, bah si. T'as utilisé ton joker. Là, Clément a le droit de se tromper. S'il se trompe, du coup, Branko Vandenbomen. Ouais. Moi, je sens que tu vas gagner, Clément. Non, ouais, c'est les deux. C'est dur. Je crois que là, j'ai trouvé. Les 2 à 4 passes sont Vandenbomen et Benrahou, effectivement. Donc voilà, là, Philippe, tu n'as plus le droit à l'erreur. Qu'est-ce que tu nous proposes? Bah, Sochaux, c'est Weisbeck ou Kaloulou, donc je vais dire Kaloulou. Bah c'est non. C'est faux. Il y a pas. Il y a un Sochalien. Il y a un Sochalien dans la liste. C'est pas Kaloulou. Donc voilà. Il va falloir valider la victoire quand même, Clément. Si tu peux m'en citer un troisième, du coup. Du coup, Gaëtan Laura. Non, il n'y a pas Gaëtan Laura, donc tu as utilisé ton joker. Est-ce que tu vas pouvoir valider la victoire, même si tu as gagné, mais du coup, je me mets, tu vois. Il y a un joueur avec 3 passes. Valentin Henry à Sochaux. Voilà, oui, c'est Valentin Henry, le Sochalien avec 2 passes, qui est dans la liste. Donc bravo Clément, victoire écrasante. Je retiens pour les prochains quiz, Philippe, ne surtout pas faire les classements des buteurs ou des passeurs. Il n'y a pas beaucoup de. À la limite, tu vois, mes passeurs. Ah, j'ai voulu corser un petit peu. C'est un corner, quoi. Enfin, c'est bon. Ah, si vous voulez, on peut faire la revanche sur les buteurs. Hein. On peut faire la revanche sur les buteurs. Ça a été vite, ça a été vite. On peut faire la revanche sur les buteurs. Juste pour précision, donc Bilal Boutouba, 3 passes. Ah oui. Et ensuite, on avait Demba Thiam, Lassine Sinayoko, Jamal Tiaré, Yacine Bahassa de QRM, Johan Kour, Johan Obiang de Rodez et Youssouf N'Djangama. Voilà, c'était les autres. Tous 2 passes là. Ils ont tous 2 passes, ouais. Tous ceux-là, ils ont 2 passes. Bon, il y avait quand même plus loin. on va partir sur les buteurs, c'est pas grave, on le fait en direct. La revanche. Bon, il y aura pas de 3e manche par contre, soit c'est égalisation de Philippe, soit c'est victoire de Clément. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 joueurs avec au moins 3 buts. Est-ce que vous pouvez m'en citer? On démarre, qui a démarré? Bah, c'est Clément qui a démarré. Vas-y, démarre Philippe, je te laisse. À mon avis, t'auras le plus simple, forcément. Bah non, Benrahou. D'accord, Benrahou, il 3 passes, 3 buts, pardon, donc ça compte, ok. C'est validé, Clément. Ouais. Alex Mendy, 5 buts. Voilà, le seul en tête. Ensuite, tout le monde a 3 buts. Hein. Il y a Alex Mendy seul avec 5, et ensuite, c'est que des 3 buts. Philippe? Gaëtan Laura, 3 buts. C'est bon. Clément? Gaëtan Weisbeck. Non, pas 3 buts pour Gaëtan Weisbeck. Un joker utilisé pour Clément, Philippe. Ok. Rissili, il a 3 buts. Rissili, c'est exact. Ouh là là, il est bon. Il est bon sur les buteurs, Clément. Il reste 1, 2, il reste 3 joueurs seulement. 3 buts, hein. D'accord. 3 buts. Alors attendez que je me fasse. Ouais. Les Dijon, ils sont tous à 2. Je cherche le haut du classement. Si, j'en ai un. Il y en a un qui peut être évident, Clément. Ouais, mais tu vois, évident, c'est. 3 buts. 3 buts. Ouais, je tente 3 buts. Un joueur de 3, tu sais, je cherche un. Non, 3 buts. 3 buts. J'essaye de t'aiguiller, mais je peux pas. Ah ouais. Je peux pas plus.
3 buts. Bah oui, Nazon, je suis bête. Le Eh triplé. oui, Jukens Oh Nazon, là le triplé. Bon, celui-là, il est Merci, tiré par les cheveux merci, parce que je t'ai merci. bien aidé. C'est pas grave si toi te donner plus de réponses pour le moment. J'ai un Philippe, joker. parce que J'ai déjà, il reste que 2 joueurs. Est-ce que tu as une idée, Philippe? Ouais, il y a Roger Assalé, vu qu'on en a parlé tout à l'heure avec le Dijon Chaud. Il y a 2. Non. Ils sont tous à Non, 2 à il y a Dijon. Il y a 2, Ouais. ouais. Oh merde. C'est bien, je venais de le dire en plus. Mais il y a un joueur de Dijon dont on a parlé. Ah oui. Ah bah Ah, oui, d'accord. putain, Ok. je suis con, c'est l'autre. Oui. Eh oui. Ah oui. Et t'as- Il reste 2, Clément, si tu Ah oui, tu du coup, parviens. bah, Scheidler, il est déjà à Scheidler, 3. voilà. Il aurait pas dû. Il est à Je 3. pensais qu'il était à 2. Ok. Et non, il a marqué sur les 3 derniers matchs. Un but sur les 3 derniers matchs. Et donc, il reste un joueur qui est pas évident à trouver. J'avoue, c'est spontanément, ça vient pas à l'esprit. Si l'un de vous deux trouve, franchement, c'est but en or parce que il est vraiment pas évident. Pour l'instant, je donne pas d'indices et je donnerai Boadès. des indices. Boadès. Ouais, c'est Lucas Boadès Ah de oui, Rodez. c'est le doublé. Et Ah ouais, bah oui, ouais. bien sûr. Doublé Ouais, là ce week-end et puis il avait mis un but de la tête contre Pau. Je crois Il a qu'il mis, avait- il a mis que des beaux buts. Il y a 2 belles têtes. Il y a la tête lobée, la tête au premier poteau qui est sacrément jolie. Et son tir du droit, Ça pied frappe, ouvert là, au ouais. premier Ouais, poteau. Moi, je le trouve encore plus beau, peut-être. Donc Ouais, c'est bien Lucas joué. Boadès qui démarre très très fort. Bon après j'accorde pas vraiment le point Clément parce que je t'ai quand même mis sur Ouais, bah, deux bons mec, indices il y a sur Joe Scheidler Pater, donc c'est. et Nazon, mais effectivement un très beau quiz en tout cas. C'était plus de suspense sur les buteurs que sur les passeurs. Je note pour les prochaines semaines. Merci beaucoup messieurs en tout cas de m'avoir accompagné pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, toute l'actualité de la Ligue 2 c'est sur maligue2.fr. Il y a aussi l'application mobile gratuite à télécharger sur tous les stores Android et Apple. Et puis le mercato qui se termine le 31 août. Donc d'ici là, vous ne manquerez rien de toutes les actus mercato. On fera un live toute la journée le mardi 31 jusqu'à minuit pour être au taquet sur tous les derniers mouvements. Voilà, jusqu'à 23h59. On sait que ça peut encore bouger en Ligue 2. Tout est possible. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ce sera la trêve internationale d'ailleurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.